Pendant longtemps, les scientifiques ont cru que l'avenir de l'humanité serait de vivre sur d'autres planètes comme Mars ou la Lune. Mais de nouvelles découvertes ont changé tout ce que nous pensions à ce sujet. Il s'avère que les planètes ont d'énormes problèmes, une gravité trop forte, des atmosphères dangereuses, des radiations mortelles et des ressources qui s'épuisent. Ce qui semblait être notre destin naturel, vivre sur des mondes rocheux, pourrait en fait être un piège. Les scientifiques croient maintenant que des vaisseaux spatiaux géants de la taille de villes seraient beaucoup plus sûrs et pratiques pour des voyages qui durent des milliers d'années. Cela a poussé les chercheurs à poser une question choquante: et si les planètes n'avaient jamais été faites pour être notre maison permanente? Prépare-toi à t'endormir en écoutant cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne, laisse ton like et commente de quelle partie du monde tu regardes. Installe-toi confortablement et détends-toi. Commençons. Imaginez un instant. Et si tout ce qu'on nous a vendu sur la colonisation de Mars ou d'autres mondes était une illusion? Une belle histoire théâtre, certes, mais fondamentalement erronée. Parlons de cette idée du planète B, ce rêve qui hante notre imaginaire collectif depuis des décennies. On l'a vu dans tous les films, lu dans tous les livres et même entendu dans la bouche de scientifiques sérieux. L'idée est simple, presque séduisante. La Terre a des problèmes, alors trouvons une autre planète rocheuse, atterrissons-y et recommençons à zéro. Ce serait notre filet de sécurité, notre assurance-vie en tant qu'espèce. Sauf que cette vision repose sur un raisonnement trompeur, une analogie profondément fragile. Elle part du principe que puisque la vie a réussi sur une planète rocheuse dans la zone habitable de son étoile, alors d'autres planètes de ce type devraient être, par défaut, accueillantes. C'est une pensée anthropocentrique qui oublie à quel point la Terre est un équilibre miraculeux et unique. Notre planète n'est pas juste une boule de roche à la bonne distance du Soleil. C'est un système incroyablement complexe et précis, le fruit de milliards d'années d'ajustements fins entre une atmosphère, un champ magnétique, une gravité spécifique, une composition chimique et une biosphère qui interagissent constamment. Croire qu'on peut trouver une réplique ailleurs, ou pire, que l'on peut s'installer sur un monde qui n'a pas ces caractéristiques en claquant des doigts, c'est de faire preuve d'une certaine arrogance ou d'une grande méconnaissance des défis réels. Regardons les choses en face avec les données que nous avons aujourd'hui. Prenons Mars, notre candidate numéro 1 depuis toujours. Les sondes et les robots nous ont peint un tableau bien plus rude que les romans d'antan. Là-bas, l'air est si ténu qu'il compte pour presque rien, 100 fois moins dense que le nôtre, et il est composé principalement de dioxyde de carbone. Respirer est impossible sans aide. La température moyenne vous congelerait en quelques minutes. Et surtout, il n'y a pas de bouclier magnétique global comme celui de la Terre. La surface est bombardée en permanence par les rayonnements cosmiques et les particules solaires, à des doses qui, pour un humain, signifieraient un risque de cancer certain à court terme. Alors, la solution, nous dit-on, serait de vivre sous des dômes, dans des bases souterraines creusées dans le régolithe. Mais posez-vous cette question: est-ce vraiment une colonisation, ou est-ce une existence de prisonniers, confinés dans des espaces étroits, perpétuellement dépendants de chaque boulon, de chaque joint d'étanchéité, sous la menace constante d'une dépressurisation foudroyante? Ce n'est pas bâtir une nouvelle maison, c'est survivre dans un bunker sur un monde qui veut vous tuer. La moindre sortie nécessite un scaphandre, une combinaison qui est elle-même un vaisseau spatial miniature. Est-ce une vie pour des enfants, pour des familles, pour des communautés qui souhaitent s'épanouir? On parle de fonder une branche de l'humanité, pas de maintenir une équipe de chercheurs en mission extrême. Et puis, il y a cette fameuse idée de terraformation, le grand projet de modifier toute l'atmosphère et la surface d'une planète pour la rendre semblable à la Terre. Ça fait rêver, c'est un scénario de science-fiction magnifique. Mais dans la réalité, c'est un défi d'une ampleur qui défie l'entendement. On parle de processus qui s'étaleraient sur des siècles, voire des millénaires. Il faudrait par exemple réchauffer la planète, peut-être en libérant des gaz à effet de serre à une échelle industrielle. Ensuite, il faudrait créer une atmosphère respirable, ce qui implique de fabriquer des quantités astronomiques d'oxygène, probablement en terraformant d'abord des bactéries ou des plantes pour des milliers d'années. Et même en supposant que l'on y arrive, comment maintenir cette nouvelle atmosphère sans champ magnétique planétaire pour la protéger du vent solaire qui l'éroderait lentement mais sûrement? Les ressources énergétiques et matérielles à mobiliser seraient telles qu'elles dépasseraient de loin tout ce que l'humanité a jamais construit. Ce serait un projet pharaonique à l'échelle d'un monde
avec des aléas et des risques impossibles à calculer. Mettre tous nos espoirs et notre avenir dans un tel pari, c'est extrêmement périlleux. Cela revient à dire à nos descendants « Bon courage, travaillez pendant 1000 ans dans des conditions infernales, et peut-être que vos lointains arrière-arrière-petits-enfants pourront marcher dehors sans combinaison. » Ce n'est pas une stratégie viable, c'est un conte. Alors, si ce n'est pas sur une autre planète, où c'est là qu'il faut changer radicalement de paradigme. Au lieu de chercher désespérément à nous adapter à un environnement hostile, pourquoi ne pas créer notre propre environnement idéal sur mesure? Pourquoi ne pas emporter notre chez-nous avec nous? Cette idée, c'est celle de l'habitat spatial autonome, poussé à son niveau le plus avancé. La grande arche interstellaire, le vaisseau-monde. Pendant qu'on fantasme sur Mars, on oublie que nous avons déjà construit et habité des habitats spatiaux. La Station spatiale internationale en est le petit prototype. Elle nous a appris énormément sur le recyclage de l'air et de l'eau, sur la vie en microgravité. Le pas suivant n'est pas de descendre, mais d'agrandir, d'améliorer et de viser l'autosuffisance totale. Imaginez des structures bien plus grandes, des cylindres ou des sphères gigantesques tournant sur eux-mêmes pour créer une gravité artificielle et confortable égale à celle de la Terre. À l'intérieur, vous avez de la place pour des paysages, des rivières, des villages, des fermes sous dômes lumineux. L'atmosphère est parfaite, contrôlée en permanence. La radiation est bloquée par une coque intelligente qui utilise de l'eau ou d'autres matériaux comme bouclier. Le cycle jour-nuit est réglé par des lumières, le climat est tempéré et sans catastrophe. C'est un écosystème fermé, optimisé, conçu dès le départ pour la vie humaine. La différence fondamentale, c'est le contrôle. Sur une planète, vous subissez. Dans un tel habitat, vous gérez. Un problème de pression, vous avez des redondances, des systèmes de secours intégrés, et vous pouvez réparer de l'intérieur. Un problème de culture, vous ajustez les paramètres de la serre. Rien ne dépend d'un environnement extérieur hostile, vous êtes chez vous, dans une bulle de vie qui voyage. Et c'est là que la mobilité change tout. Une planète est un point fixe dans l'espace. Si un danger survient, une supernova proche, un sursaut gamma, un astéroïde géant, vous êtes coincé. Un vaisseau-monde, ou mieux, une flotte de vaisseaux-monde, peut se déplacer. Il n'est pas attaché à la gravité d'un monde. Il peut exploiter les ressources des astéroïdes, bien plus faciles d'accès que les profondeurs d'une planète, car ils n'ont pas de puits de gravité important à franchir. Il peut suivre l'énergie, migrer vers d'autres étoiles sur des générations. Il disperse le risque. Si un vaisseau a un problème grave, les autres survivent. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier, surtout si ce panier est un désert radioactif et glacé. Finalement, l'idée du Planète B est un leurre dangereux car elle canalise nos énergies et nos ressources vers un objectif extrêmement difficile et restrictif, en nous faisant négliger une voie qui est en réalité plus prometteuse et plus libératrice. Elle perpétue le vieux rêve de la frontière, de la conquête d'une nouvelle terre. Mais l'espace n'est pas l'Ouest américain. Les mondes qui nous entourent ne sont pas des terres vierges attendant le labour. Ce sont des environnements extrêmes, bien plus hostile que le sommet de l'Everest ou les abysses océaniques. Vouloir y vivre à tout prix, c'est peut-être céder à une vision romantique mais dépassée. La véritable frontière, la prochaine étape pour une civilisation technologique, ce n'est pas de sauter de planète en planète comme sur des pierres mouillées, c'est d'apprendre à construire ses propres pierres, ses propres mondes indépendants, et de devenir une espèce spatiale, mobile et résiliente. Les planètes seront des destinations scientifiques, des sources de ressources peut-être, mais pas nos foyers. Nos foyers, nous les porterons avec nous, comme des escargots portant leurs coquilles, mais à l'échelle d'une civilisation. Cela demande un changement mental énorme. Arrêter de chercher une autre terre et commencer à bâtir notre propre biosphère nomade. C'est un défi technique colossal, mais c'est un défi dont nous comprenons déjà les principes et qui est, à bien des égards, plus simple que de réveiller un monde mort. Alors, la prochaine fois qu'on vous parle de coloniser Mars, posez cette question. Pourquoi vouloir vivre dans une cave sur un désert glacé, quand on pourrait apprendre à construire un jardin sous une voûte étoilée, un jardin qui peut naviguer? La réponse pourrait bien redéfinir notre avenir. On parlait donc de construire nos propres mondes, des habitats contrôlés et optimisés pour nous. Mais il y a une raison fondamentale biologique qui rend cette idée non pas juste séduisante, mais absolument nécessaire. Cette raison, c'est la gravité. On a tendance à la considérer comme acquise, comme un simple paramètre physique. En réalité, c'est l'architecte invisible de nos corps. Chaque organe, chaque cellule, chaque goutte de sang dans nos veines a évolué pendant des millions d'années
pour fonctionner sous une traction précise. 9,8 mètres par seconde carré, la gravité terrestre. C'est un réglage par défaut si profond qu'on l'oublie totalement, jusqu'au moment où on le change. Et le changement, dans l'espace, est inévitable si on vise un autre monde. Prenons Mars, toujours elle. Sa gravité n'est que 38 centièmes de celle de la Terre. La Lune, encore pire, à 16 centièmes. Ça paraît abstrait, peut-être même amusant. On imagine faire de grands bonds, porter des charges lourdes sans effort. Le côté super-héros, sauf que la réalité biologique n'a rien d'un jeu. Votre corps, dans un tel environnement, se met littéralement en mode déconstruction. Il se dit « Pourquoi maintenir ces os solides, ces muscles puissants, si on ne lutte plus contre cette faible traction ?» C'est un processus insidieux et continu. Les astronautes en mission de 6 mois sur la station spatiale, en microgravité, en font l'expérience douloureuse. Perte de masse osseuse pouvant atteindre 1 ou 2% par mois. Atrophie musculaire sévère malgré des heures d'exercice quotidien. Dérèglement du système cardiovasculaire qui n'a plus à lutter pour pomper le sang vers le haut du corps. Ce sont des effets documentés, mesurés, et ils posent un problème colossal pour un séjour permanent. Imaginez maintenant des générations entières nées et grandissant dans une gravité faible, martienne par exemple. Les conséquences seraient catastrophiques et probablement irréversibles. Le squelette, moins sollicité, ne se minéraliserait pas correctement pendant la croissance. On verrait apparaître des fragilités osseuses structurelles, une prédisposition aux fractures bien plus jeune. Le système circulatoire, conçu pour une pression bien précise, pourrait mal se développer, entraînant des problèmes d'hypertension ou d'hypotension chronique. Et le pire, le plus inquiétant, concerne la reproduction et le développement. Comment un fœtus se forme-t-il dans un champ gravitationnel différent ? Les processus morphogénétiques, la façon dont les cellules s'organisent pour former des organes, pourraient être profondément perturbés. Des études sur des animaux en microgravité montrent déjà des anomalies développementales. Sur Mars, avec une gravité partielle mais insuffisante, les risques de formation grave de problèmes neurologiques ou musculo-squelettiques chez les nouveau-nés seraient immenses et totalement inacceptables sur le plan éthique. On ne peut pas construire une civilisation en jouant à la roulette russe avec le développement de nos enfants. La gravité n'est pas un décor, c'est un ingrédient actif de la recette de la vie humaine. Retirez-en la bonne quantité et tout s'effondre. Alors, sur un autre monde, pourrait-on créer de la gravité artificielle pour compenser ? Sur une planète, c'est pratiquement impossible, vous êtes collé à sa surface, soumise à sa gravité naturelle. Pour générer une force supplémentaire, il faudrait faire tourner votre habitat à une vitesse folle, ce qui est ingérable à l'échelle d'une colonie. Ou alors il faudrait une technologie de manipulation gravitationnelle purement spéculative, de la science-fiction de très haut niveau. Vous êtes donc coincé avec ce que la planète vous offre. Point final. C'est une condamnation à la dégénérescence physiologique lente, sur des générations. Maintenant, comparez avec le concept d'un grand habitat spatial, d'une arche ou d'un cylindre. Là, la solution est simple, élégante et relève de la physique classique, la force centrifuge. Faites tourner votre structure en forme d'anneau ou de cylindre autour de son axe. Tout ce qui est à l'intérieur de la paroi externe est poussé vers l'extérieur, simulant parfaitement une gravité. Plus le rayon de rotation est grand, plus l'effet est confortable, sans effet de Coriolis gênant dans l'oreille interne. Dans un tel habitat, vous pouvez régler la gravité exactement comme vous le souhaitez. 1 G, comme sur Terre, pour maintenir une physiologie normale. C'est un paramètre de design, une variable que vous contrôlez. Les enfants naîtraient et grandiraient dans des conditions terrestres normales. Leurs os seraient solides, leurs muscles se développeraient correctement. Leur cœur apprendrait à fonctionner comme celui de leurs ancêtres terriens. La santé de base, le fondement biologique de l'existence, serait préservé. C'est une différence tellement radicale qu'elle devrait clore le débat entre colonisation planétaire et habitats spatiaux. D'un côté, vous avez un environnement qui, par sa nature même, vous condamne à une lente dégradation physique et à des risques développementaux inconnus. De l'autre, vous avez un environnement que vous construisez et où vous récréez les conditions idéales pour votre biologie. Le choix semble évident quand on le pose en ces termes, mais cela va plus loin. La gravité artificielle dans un vaisseau-monde n'est pas juste un accessoire de confort, c'est le pilier de la viabilité à long terme. Pour un voyage interstellaire qui durerait des siècles, maintenir l'intégrité physiologique de l'équipage sur des générations est la condition sine qua non. Vous ne pouvez pas arriver à destination après 300 ans de voyage, avec une population d'humains aux os friables,
aux muscles atrophiés, incapables de se tenir debout dans une gravité normale si elle devait atterrir un jour. La rotation de l'habitat est une technologie passive, fiable, qui ne requiert pas de miracle scientifique. Elle utilise simplement le mouvement pour créer une constante fondamentale. C'est bien plus simple que de vouloir terraformer une atmosphère ou de creuser des villes souterraines sous des mètres de régolithes pour se protéger des radiations. Vous résolvez le problème à la racine. Et puis, réfléchissez à l'aspect quotidien. Sur Mars, en faible gravité, chaque retour sur Terre ou vers une installation à gravité normale serait une épreuve atroce. La réadaptation serait longue, douloureuse, et peut-être impossible pour ceux nés là-bas. Vous créeriez une humanité fracturée, avec des corps spécialisés pour un monde et incapables d'en visiter un autre. Une humanité de nés martiens serait prisonnière de Mars, clouée au sol par sa propre biologie. Au contraire, les habitants d'un vaisseau à gravité artificielle conservent une universalité physiologique. Ils sont compatibles avec la Terre, et avec tout autre habitat reproduisant les mêmes conditions. Leurs maisons bougent, mais leur corps restent ancrés dans une normalité humaine. Cela préserve l'unité de l'espèce à travers les étoiles. Enfin, il y a l'aspect psychologique subtil mais réel. Notre sens de l'équilibre, notre proprioception, la perception de notre corps dans l'espace sont calés sur un G. Une gravité différente perturbe ces sens, créant un inconfort permanent, une sensation de malaise ou de légèreté invalidante qui peut affecter l'humeur et les performances. Dans un habitat tournant, vous marchez, vous courez, vous laissez tomber un objet et il tombe à une vitesse normale. La normalité de ces gestes est un confort mental immense. Elle rend l'environnement familier, rassurant. C'est un monde qui se comporte comme le monde que nos gènes attendent. La tyrannie de la gravité est donc un argument décisif. Elle nous montre que chercher un autre monde rocheux pour y vivre est une lutte perdue d'avance contre les lois de la physique et de la biologie. Nous ne sommes pas faits pour nous adapter à n'importe quelle gravité. Nous sommes faits pour une très précise. Alors, au lieu de nous aventurer dans des puits gravitationnels hostiles avec l'espoir vain de nous y acclimater, la seule solution sensée est de créer nos propres espaces où nous pouvons recréer cette force fondamentale. La gravité n'est pas négociable, elle est le sol même de notre existence, au sens propre. Et si le sol naturel d'une autre planète ne nous convient pas, alors il faut apporter notre propre sol avec nous, sous la forme d'un habitat en rotation qui devient, plus qu'une maison, un écosystème gravitationnellement autonome. C'est la leçon cruciale que la biologie nous impose. Pour survivre et prospérer dans le cosmos, nous devons être les architectes de notre propre pesanteur. Après avoir parlé de recréer la gravité, parlons d'un autre élément tout aussi vital que nous pourrions contrôler dans un habitat spatial, mais qui deviendrait une prison sur une planète l'air que nous respirons. Quand on pense à une atmosphère, on pense souvent juste à l'oxygène. Mais c'est une vision terriblement simpliste. Une atmosphère respirable est un système d'une complexité folle, un équilibre dynamique et précis. C'est une question de pression, de composition chimique, d'épaisseur, de température et de protection. L'air terrestre n'est pas qu'un mélange d'oxygène et d'azote, c'est un bouclier actif, un régulateur thermique et le milieu dans lequel toute notre biologie opère. Maintenant, transporter ce besoin sur un autre monde et le choc est brutal. Prenons l'exemple le plus étudié, Mars. L'atmosphère martienne est, pour être franc, une blague par rapport à la nôtre. Sa pression à la surface est si faible qu'elle équivaut à peu près à ce que vous trouveriez à 30 ou 40 km d'altitude au-dessus de la Terre. En termes simples, l'eau liquide ne peut pas y exister. Elle bout instantanément même à basse température. Cette atmosphère est composée à près de 95% de dioxyde de carbone. Le reste, c'est de l'azote et de l'argon en traces infimes. L'oxygène ? Quasiment rien. Donc, déjà, sans combinaison, vous perdez connaissance en quelques secondes, asphyxié et victime d'une dépressurisation violente. Mais le problème est plus profond. Cette atmosphère ténue ne sert à rien comme protection. Sur Terre, notre air épais et notre champ magnétique nous protègent des rayonnements cosmiques et des particules énergétiques du Soleil. Sur Mars, cette protection est dérisoire. La surface est bombardée et il n'y a pas d'ozone pour filtrer les UV. Donc, même si vous trouviez un moyen magique de respirer cet air, il vous tuerait d'une autre façon, à coups de radiation et de brûlure. Alors, la solution planétaire classique, c'est de dire on vivra dans des habitats pressurisés, des dômes, des tunnels, des bases souterraines. On apportera notre propre atmosphère dans des bulles. Ça a l'air simple sur le papier. Sauf que c'est là que réside l'illusion totale.
Créer une bulle d'air sur un monde mort, c'est créer la structure la plus vulnérable qui soit. Pensez-y, votre maison n'est pas une maison, c'est un ballon gonflé posé sur un lit de clous. La pression à l'intérieur est maintenue artificiellement, bien plus élevée que la pression extérieure quasi nulle. Chaque mètre carré de paroi subit une force énorme qui pousse de l'intérieur vers l'extérieur. La moindre faille, le plus petit impact de micrométéorites, et ils sont fréquents sans atmosphère pour les brûler la moindre fissure due au stress thermique entre le jour et la nuit, et c'est la catastrophe. Une dépressurisation rapide et catastrophique. L'air s'échappe violemment, la température chute, et la condensation brutale crée un brouillard glacial avant le vide. La survie se compte en secondes. C'est un risque permanent, existentiel pour chaque habitat, chaque jour. Et ce n'est pas tout. Même sans accident, cette bulle est un système fermé très petit. Il faut recycler l'air de manière extrêmement efficace. Tout dérèglement est une accumulation de CO2, une production de monoxyde de carbone, une toxine libérée par un matériau, une prolifération de moisissures devient une urgence critique. Les ressources pour réparer ou diluer le problème sont limitées à ce que vous avez apporté avec vous ou à ce que vous pouvez extraire difficilement du sol local. Vous êtes en mode survie constante, gérant des paramètres critiques dans un environnement qui fait tout pour les faire dérailler. Maintenant, comparez avec le concept d'une grande arche spatiale, d'un vaisseau-monde. La différence est philosophique et technique. Dans une arche, l'atmosphère n'est pas une bulle dans un environnement hostile, elle est l'environnement. Le vaisseau entier est un système clos et autorégulé. Ces parois ne sont pas là pour résister à une différence de pression avec un vide extérieur, parce que l'extérieur c'est déjà le vide spatial. On conçoit le vaisseau pour cela depuis le départ. La pression est la pression interne normale. Les structures sont conçues et testées pour cette fonction première. Mais surtout, la taille change tout. Un habitat planétaire est forcément limité, contraint par la logistique de sa construction sur place. Une arche peut être immense, avec un volume d'air tel que la stabilité du système est bien plus grande. Un petit dégagement de toxines dans un volume de plusieurs kilomètres cubes se dilue et est traité par des systèmes à l'échelle de l'écosystème. La redondance est aussi bien plus simple à mettre en œuvre. Dans un vaisseau, vous pouvez avoir plusieurs couches, plusieurs secteurs isolables. Si une brèche se produit dans un secteur, des portes étanches se ferment et vous perdez peut-être une partie de l'espace de vie, mais pas tout. Vous avez le temps de réparer. Les réserves d'air, d'eau, les systèmes de recyclage sont intégrés, multiples et répartis. C'est un organisme conçu pour l'autonomie et la résilience. Sur une planète, votre habitat est un avant-poste. Dans une arche, l'habitat, c'est la civilisation entière. L'autre avantage colossal, c'est la possibilité de renouveler et de faire évoluer l'atmosphère de manière totalement indépendante. Dans un dôme sur Mars, vous dépendez de ce que vous avez apporté. Si vous voulez agrandir, il faut apporter plus de gaz de la Terre, ou tenter de les extraire de l'atmosphère martienne, ce qui est un processus industriel lourd. Dans un vaisseau en voyage, vous emportez avec vous tous les éléments nécessaires, et les systèmes de recyclage en circuit fermé sont optimisés pour les conserver éternellement. Les plantes dans les sections agricoles produisent de l'oxygène, les déchets sont retraités, l'équilibre est géré activement. C'est un métabolisme. Et puis, il y a l'aspect psychologique très concret. Vivre dans un dôme sur une planète morte, vous avez une vue directe sur l'hostilité. Dehors, c'est un désert rocheux, un ciel pâle, une immensité où vous ne pouvez pas mettre un pied sans une technologie de survie lourde. Cette barrière est constamment visible. Elle rappelle la fragilité et le danger. Dans un habitat spatial tournant, l'environnement extérieur est le cosmos étoilé, mais vous ne le voyez pas forcément de partout. Les fenêtres peuvent être des écrans, montrant des paysages terrestres, ou être réservés à des observatoires. L'essentiel de l'espace de vie est tourné vers l'intérieur, vers des paysages construits, des parcs, des plans d'eau. Vous êtes dans un monde, pas sur un monde. La sensation est radicalement différente. Elle est plus sécurisante, moins claustrophobe paradoxalement, car l'horizon n'est pas un mur derrière lequel la mort vous guette, mais une continuation de votre environnement maîtrisé. Enfin, réfléchissons à long terme, sur des siècles. L'atmosphère d'une planète peut changer, même si elle est morte. Des tempêtes de poussière globale, des variations de l'activité solaire, des impacts de météorites peuvent injecter des particules ou modifier la chimie locale de l'air extérieur, qui, même s'il n'est pas respirable, peut affecter les structures externes ou les panneaux solaires. Sur une arche, l'environnement extérieur est le vide, stable et prévisible. Les seuls changements sont ceux que vous anticipez dans votre trajectoire. Le contrôle est donc total.
En résumé, dépendre d'une atmosphère artificielle sur une planète, c'est comme vivre dans un sous-marin posé au fond de l'océan le plus profond, avec une coque constamment attaquée par la corrosion et la pression, et sans jamais pouvoir remonter à la surface. C'est une situation d'urgence permanente. Construire sa propre atmosphère dans un vaisseau spatial, c'est comme être dans un sous-marin conçu pour naviguer en eau libre, avec toute la mer autour, mais où l'intérieur est un palais autonome qui n'a jamais besoin de surface. La première est une lutte épuisante contre la nature. La seconde est la création d'une nouvelle nature, adaptée à nous. La conclusion est inéluctable: si nous voulons un jour vivre ailleurs que sur Terre, nous devons emporter notre propre environnement atmosphérique avec nous, dans un véhicule conçu pour le contenir et le protéger éternellement. Les planètes, avec leurs atmosphères inexistantes ou toxiques, ne sont pas des terres d'accueil. Elles sont des déserts où nos bulles seraient trop fragiles. L'avenir n'est pas de souffler des bulles sur des rochers hostiles, mais de forger des coquilles de vie complètes, capables de naviguer dans le grand vide qui, finalement, est un environnement bien plus stable et prévisible qu'une surface planétaire maléfique. Et si le vide spatial, malgré son nom, n'était pas si vide que ça, en réalité, il est traversé en permanence par un flux invisible et mortel: la radiation. On a parlé de l'air et de la gravité, mais cette menace est peut-être la plus insidieuse de toutes, car vous ne la voyez pas, vous ne la sentez pas, mais elle vous pénètre et endommage vos cellules silencieusement. Sur Terre, nous sommes incroyablement protégés. Notre épaisse atmosphère et notre bouclier magnétique global font un travail extraordinaire pour dévier ou absorber la plupart de ces particules énergétiques venues du cosmos et du Soleil. Nous vivons sous une bulle protectrice sans même y penser. Mais dès que l'on quitte cette bulle, la réalité est brutale. L'espace est un environnement à haut rayonnement, et à la surface d'un monde sans champ magnétique fort et sans atmosphère dense, comme la Lune ou Mars, vous êtes directement exposé. Les chiffres sont effrayants. Sur Mars, le niveau de radiation à la surface est environ 150 à 200 fois plus élevé que sur Terre. Sur la Lune, c'est encore pire. Cela signifie qu'un astronaute à la surface martienne recevrait en une seule année une dose équivalente à ce qu'un humain sur Terre recevrait en plusieurs décennies. Pour une colonisation permanente, c'est un problème fondamental qui va bien au-delà du simple risque accru de cancer à long terme. Les rayonnements cosmiques galactiques, ce sont des noyaux atomiques lourds propulsés à des vitesses volées à travers la galaxie. Les particules solaires, surtout pendant les éruptions, sont des torrents de protons énergétiques. Quand ces projectiles microscopiques traversent votre corps, ils causent des dommages directs à l'ADN de vos cellules. Cela peut conduire à des cancers, mais aussi à des problèmes cognitifs, des cataractes, des maladies dégénératives du système nerveux et potentiellement à des problèmes cardiaques. C'est une menace chronique, cumulative, qui pèse sur chaque moment passé à l'extérieur d'un abri. Alors, comment se protéger sur une planète? La solution envisagée est aussi simple que désespérante: il faut s'enterrer, vivre sous plusieurs mètres de régolithe, le sol poussiéreux de la Lune ou de Mars, qui sert de bouclier contre les particules. Mais réfléchissez à ce que cela implique. Vous construisez une civilisation dans des grottes. Vous passez votre vie sous terre, dans des tunnels éclairés artificiellement, sans vue sur l'extérieur, sans accès facile à la surface. Chaque sortie devient une expédition complexe et dangereuse, nécessitant de remonter à la surface hostile. L'expansion est un cauchemar logistique. Il faut creuser plus de tunnels, renforcer plus de structures. C'est une existence de taupe, claustrophobe et profondément limitante. Est-ce que vraiment l'avenir radieux de l'humanité parmi les étoiles? Devenir une espèce souterraine sur un monde mort? Maintenant, opposons cela à la logique d'un habitat spatial, d'une arche. Ici, la protection contre les radiations n'est pas une contre-mesure désespérée, c'est une caractéristique intégrée dès la conception. Le vaisseau lui-même est le bouclier. Son enveloppe extérieure peut être conçue avec des couches de matériaux optimisées pour stopper les particules. On peut utiliser l'eau, un excellent absorbeur de rayonnement, en la plaçant dans des réservoirs intégrés à la coque. Les stocks de nourriture, les équipements, les parois composites spéciales, tout peut être agencé pour former une barrière efficace. Le principe est que toute la masse du vaisseau, répartie autour de l'habitat, travaille à protéger les habitants. Dans un cylindre de O'Neill, par exemple, les gens vivent sur la surface interne de la paroi. Toute l'épaisseur de la structure, plus les réserves se trouvent entre eux et l'espace extérieur. C'est une protection active conçue pour durer des siècles. De plus, l'architecture permet des sanctuaires ou des zones spécialement blindées. Pendant une éruption solaire majeure, qui peut délivrer une dose mortelle en quelques heures,
Les habitants peuvent se retirer temporairement dans ces zones centrales plus protégées, le temps que l'orage passe. C'est une flexibilité stratégique qu'une base planétaire enterrée n'a pas. Dans un tunnel sur Mars, vous êtes déjà enterré. Vous ne pouvez pas vous enfouir plus profond pour une meilleure protection ponctuelle. Vous subissez. Un autre avantage décisif de l'habitat spatial est la possibilité de créer un champ magnétique artificiel localisé. C'est une technologie complexe, mais bien plus réalisable à l'échelle d'un vaisseau qu'à l'échelle d'une planète entière. On pourrait imaginer des systèmes superconducteurs générant un champ qui dévierait les particules chargées, comme le fait le champ terrestre, mais juste autour du vaisseau. C'est un projet de génie civil spatial. Sur une planète, générer un champ magnétique global pour protéger toute l'atmosphère est une entreprise d'une démesure proprement titanesque, peut-être même impossible. La différence d'approche est frappante. Sur une planète, vous êtes sur la défensive. Vous utilisez la matière première locale, la poussière, pour vous cacher. C'est une solution lourde, passive et limitante. Dans un vaisseau, vous êtes sur l'offensive. Vous concevez et construisez un système de protection sophistiqué, actif et adaptable. C'est la différence entre se terrer et s'armer. Et puis, il y a l'aspect voyage. Une arche interstellaire va passer des milliers d'années dans l'espace profond, loin de l'héliosphère protectrice du Soleil, où les rayons cosmiques galactiques sont encore plus intenses. La question de la protection n'est pas optionnelle, elle est au cœur de la viabilité du voyage. Le vaisseau doit être une forteresse contre ce bombardement perpétuel. Cette nécessité absolue poussera les ingénieurs à développer les solutions les plus efficaces, qui bénéficieront ensuite à tous les habitats spatiaux, même ceux en orbite solaire. Enfin, parlons psychologie encore une fois. Vivre dans un habitat enterré par peur du ciel, c'est vivre dans la peur matérialisée. Le monde extérieur est littéralement toxique. Dans un vaisseau bien protégé, le sentiment peut être totalement différent. Les habitants savent que leur coque les protège. Ils peuvent avoir des fenêtres ou des écrans montrant le cosmos sans la terreur associée à un poison invisible. Le contrôle sur l'environnement est perçu comme plus complet. En résumé, le défi de la radiation est peut-être l'argument le plus technique, mais aussi l'un des plus convaincants en faveur des habitats artificiels. Il montre que la surface des planètes nues est fondamentalement inhospitalière à la vie complexe. Nous ne sommes pas des créatures de surface sur ces mondes-là, nous y serions des créatures de souterrain. L'espace, aussi hostile soit-il, offre une alternative. Construire une coquille qui nous isole parfaitement de cette hostilité, plutôt que de nous enfoncer dans le sol pour y échapper. La radiation cosmique n'est pas une raison d'abandonner le rêve spatial, c'est une raison de changer de direction. Elle nous dit clairement que les planètes comme Mars ne sont pas des foyers, mais des pièges environnementaux où notre vie serait une lutte permanente contre un ennemi invisible. Notre avenir n'est pas dans la poussière radioactive d'un désert planétaire, mais à l'intérieur de mondes finement ouvragés, où chaque couche de la paroi est une promesse de sécurité, une barrière consciente contre le chaos du cosmos. C'est en construisant ces bulles de vie résilientes que nous pourrons vraiment naviguer dans l'océan cosmique, et non en nous cachant au fond de cailloux toxiques éparpillés sur son rivage. Donc nous voilà à l'abri dans notre vaisseau, protégés des radiations, avec notre propre atmosphère et notre gravité artificielle. Mais une civilisation a besoin de carburant au sens large. Elle a besoin de matières premières pour entretenir, réparer, agrandir, fabriquer. Et là, il y a un autre mythe tenace à démonter. L'idée qu'une autre planète rocheuse serait nécessairement riche en ressources, une nouvelle terre promise débordante de minerais et des eaux à portée de main. C'est une illusion dangereuse née d'une mauvaise analogie avec l'histoire de la Terre. Oui, la Terre est riche, mais cette richesse est le produit de 4 milliards d'années de processus géologiques complexes, tectonique des plaques, volcanisme, activités hydrologiques qui ont concentré les éléments, créé des gisements, déposé des veines de métaux. Un monde mort comme Mars, dont la géologie s'est largement arrêtée il y a des milliards d'années, n'a pas cette générosité. Ces ressources sont probablement là, mais diluées, dispersées et surtout extraordinairement difficiles et coûteuses à extraire. Prenons l'exemple le plus critique, l'eau. On sait qu'il y a de la glace d'eau sur Mars, principalement au pôle et dans le sous-sol à certaines latitudes. Super, direz-vous. Sauf que l'exploiter est une entreprise titanesque. Il faut aller dans des régions polaires extrêmement froides et sombres une partie de l'année, ou creuser profondément. Il faut des foreuses industrielles, des usines de fusion de la glace, un immense réseau de transport d'énergie pour faire fonctionner tout ça dans un environnement de poussière abrasive et de froid intense.
Chaque étape consomme une énergie folle et requiert une infrastructure lourde qui doit elle-même être importée de la Terre au départ. Ce n'est pas une ressource à portée de main, c'est un projet minier extrême dans les conditions les plus dures imaginables. Et c'est la même chose pour les métaux. Sur Terre, on trouve des mines à ciel ouvert ou des filons concentrés. Sur Mars, tout est probablement éparpillé, mélangé dans le régolithe universel. Pour obtenir une tonne de fer utilisable, il faudra peut-être traiter des milliers de tonnes de poussière avec des procédés chimiques lourds, encore une fois en dépensant une énergie considérable. Chaque boulon, chaque plaque, chaque fil deviendra le produit d'une chaîne industrielle d'une complexité décourageante, entièrement dépendante d'une logistique fragile dans un environnement qui détruit les machines. Vous êtes prisonnier de la gravité de la planète, vous devez lutter contre elle pour tout extraire de son sol. Maintenant, changez de point de vue. Regardez autour de la planète. Que voyez-vous? Des astéroïdes, des comètes, des corps plus petits sans gravité significative. Et c'est là que se trouve le véritable trésor, pas à la surface des planètes. Ces petits corps sont les restes de la formation du système solaire. Beaucoup sont essentiellement des mines déjà prêtes. Il y a des astéroïdes métalliques, quasiment des blocs de fer et de nickel pur. D'autres, de type carboné, regorgent d'eau, de carbone, d'azote, de phosphore, tous les ingrédients clés pour la vie et l'agriculture. Cette eau n'est pas enfouie sous des kilomètres de glace polaire. Elle est souvent en surface, sous forme de glace ou de minéraux hydratés. Et surtout, l'accès est incomparablement plus simple. Une civilisation basée sur des habitats spatiaux mobiles, des arches, ou même des stations avancées, a un avantage décisif. Elle n'est pas ancrée au fond d'un puits de gravité. Elle peut manœuvrer. Elle peut envoyer des robots mineurs vers un astéroïde proche. Parce que sa gravité est négligeable, l'extraction est simple, vous ancrez votre machine, vous forez ou vous ramassez des matériaux, vous n'avez pas besoin de grues monstrueuses pour lutter contre une pesanteur forte. L'énergie pour tout cela peut venir de panneaux solaires, bien plus efficaces dans l'espace profond sans atmosphère qui filtre le soleil. Vous pouvez traiter les matériaux sur place, ou les remorquer vers votre habitat. L'eau, une fois extraite, devient bien plus qu'une ressource vitale. Elle est un bouclier contre les radiations, une source d'oxygène et d'hydrogène pour carburant. Les métaux servent à la construction. Vous avez soudainement accès à une abondance réelle, sans avoir à mener une guerre d'usure contre un sol hostile. C'est la différence entre être un paysan essayant de faire pousser du blé sur un rocher stérile et être un pêcheur naviguant dans un océan plein de poissons. La stratégie des ressources n'est pas du tout la même. Cette mobilité change tout en termes de résilience. Si votre habitat dépend d'une seule mine sur Mars et que cette mine s'épuise ou a un accident, vous êtes en grave danger. Si vous êtes une flotte d'habitats, vous pouvez exploiter plusieurs astéroïdes en même temps, diversifier vos sources. Si un gisement est épuisé, vous vous déplacez vers un autre. Votre approvisionnement n'est pas lié à un point unique et fixe. Cette logique s'étend au très long terme pour un voyage interstellaire. Une arche ne peut pas emporter pour 1000 ans de ressources en soute. Ce serait trop lourd, mais elle peut emporter la capacité à les extraire. En voyage, elle pourrait brouter les nuages de Oort, ces réservoirs de comètes aux confins d'un système stellaire, pour reconstituer ses stocks d'eau et de volatiles. Elle devient une civilisation de cueilleurs galactiques, tirant sa subsistance de la matière première la plus répandue dans l'univers, les petits corps glacés et rocheux qui gravitent partout. Enfin, cette abondance potentielle issue de l'espace rend caduque l'argument de la rareté qui a tant motivé la conquête terrestre. Sur une planète, les ressources sont localisées, ce qui peut créer des tensions, des conflits pour les meilleurs sites. Dans l'espace, le nombre d'astéroïdes accessibles est astronomique. La rareté artificielle disparaît, ouvrant la voie à des modèles économiques et sociaux radicalement différents, basés sur l'abondance gérée plutôt que sur l'accaparement. Donc, non, les planètes ne sont pas les coffres-forts de la galaxie, elles sont des pièges à ressources où tout est difficile à atteindre. Les véritables richesses flottent librement dans l'espace interplanétaire, attendant d'être collectées par une civilisation suffisamment intelligente pour ne pas s'enchaîner à un monde. Pour prospérer, il faut pouvoir se déplacer vers les ressources, pas espérer qu'elles soient concentrées commodément sous nos pieds sur un sol étranger. Notre avenir n'est pas dans l'extraction minière planétaire, une activité du XIXe siècle transposée dans un enfer environnemental, mais dans la récolte spatiale, une activité du futur, légère, mobile et infiniment plus efficace. C'est en libérant nos habitats de la tyrannie de la gravité planétaire que nous libérerons notre accès à tout ce dont nous avons besoin pour durer. Alors, si les ressources sont là dans l'espace et que nous avons la technologie pour les récupérer, que construisons-nous avec ?
C'est là que le véritable changement de paradigme opère. Nous n'avons pas besoin de descendre sur un autre monde. Nous avons besoin d'apprendre à construire des mondes, nos propres mondes, qui dérivent dans l'espace. Et bonne nouvelle, nous avons déjà commencé. La Station spatiale internationale, c'est le premier petit pas, le prototype rudimentaire. Elle nous a appris énormément sur la vie en microgravité, le recyclage de l'air et de l'eau, la psychologie des équipages en milieu confiné. Mais soyons clairs, l'ISS n'est pas un habitat. C'est un avant-poste de recherche, un laboratoire étroit, encombré et totalement dépendant de ravitaillement régulier depuis la Terre. La prochaine étape logique n'est pas d'abandonner ce concept pour aller planter un drapeau sur Mars. Non, la prochaine étape, c'est de perfectionner et d'agrandir ce concept. C'est de passer de la station spatiale à l'habitat spatial. Imaginez quelque chose de radicalement différent. Imaginez un cylindre géant, long de plusieurs kilomètres, tournant lentement sur son axe. Sur la face interne de sa paroi, grâce à la force centrifuge, vous avez une gravité confortable, disons un G, exactement comme sur Terre. Cette paroi intérieure devient votre sol. Vous y aménagez des paysages, des prairies, des bosquets, des petites rivières alimentées par un cycle d'eau contrôlé. La lumière du soleil est réfléchie à l'intérieur par d'immenses miroirs, créant un cycle régulier de jour et de nuit. Le ciel n'est pas un ciel naturel, mais la courbe intérieure de la structure, avec peut-être des écrans montrant des nuages, des couchers de soleil, ou la vue des étoiles. Cela ressemble à de la science-fiction pure, mais c'est un concept étudié très sérieusement depuis les années 70 sous le nom de cylindre de O'Neill. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'ingénierie à grande échelle. La beauté de ce concept, c'est qu'il inverse complètement la logique de la colonisation planétaire. Au lieu de nous adapter de force à un environnement prédéfini et largement hostile, nous définissons nous-mêmes tous les paramètres de notre environnement. La gravité, nous la réglons. L'atmosphère, nous la composons et la contrôlons en permanence. Le climat, il n'y a pas de tempêtes imprévues, pas de sécheresse, pas de canicule. C'est un écosystème en équilibre, géré par ordinateur et par les soins des habitants. Les dangers externes, comme les radiations ou les micrométéorites, sont gérés par la coque extérieure et par des boucliers. C'est un milieu intrinsèquement plus sûr et plus prévisible que n'importe quelle surface planétaire. Et surtout, c'est un milieu extensible. Besoin de plus d'espace pour une population qui croît, on construit un autre cylindre, on le connecte au premier, ou on en lance un nouveau ailleurs. La civilisation n'est pas limitée par la surface disponible d'une planète, elle peut s'étendre dans toutes les directions de l'espace sous forme de grappes d'habitat, de villes-cylindres en orbite autour du Soleil ou d'une planète. Cette idée n'est pas une fin en soi, c'est un tremplin. Parce qu'une fois que vous maîtrisez la construction d'un habitat spatial autosuffisant, une question évidente se pose, et si on mettait un moteur à l'un d'entre eux? Pas un petit moteur pour manœuvrer en orbite, mais un système de propulsion puissant, capable d'accélérer lentement mais sûrement ce monde artificiel vers l'extérieur du système solaire. Vous obtenez alors une arche interstellaire, un vaisseau-monde. Ce n'est plus un habitat en orbite, c'est un habitat en voyage. Le cylindre de O'Neill devient l'architecture intérieure de l'arche. L'idée n'est pas nouvelle non plus en science-fiction, mais elle découle logiquement de tout ce dont nous avons parlé. Pourquoi ce paradigme est-il si puissant? Parce qu'il résout d'un coup plusieurs problèmes fondamentaux. D'abord, le problème du temps. Un voyage vers une autre étoile prendrait, avec les technologies envisageables dans les siècles à venir, des centaines ou des milliers d'années. Dans le modèle planétaire, vous passez ce temps coincé dans un petit vaisseau, une épreuve psychologique et physiologique terrible. Dans le modèle de l'arche, le voyage est la vie. Les générations naissantes vivent et meurent dans l'habitat. Pour elles, l'arche n'est pas un vaisseau, c'est l'univers entier, leur planète à elle. Le fait qu'elle se déplace dans le cosmos est un détail technique, comme pour nous le fait que la Terre tourne autour du Soleil. Ensuite, cela résout le problème de la destination. Avec une arche, vous n'avez pas besoin d'une planète habitable à l'arrivée. Votre destination peut être le système stellaire voisin, tout simplement. Une fois arrivée, l'arche peut se mettre en orbite autour d'une étoile prometteuse et continuer à y vivre indéfiniment, tout en explorant les planètes et astéroïdes locaux avec des sondes ou de plus petits vaisseaux. Elle peut même servir de base pour construire d'autres habitats. Vous n'avez pas à atterrir. Vous n'avez pas à vous battre contre une nouvelle gravité, une nouvelle atmosphère. Vous restez chez vous.
Enfin, ce paradigme fait de nous une véritable espèce spatiale. Une espèce qui ne vit pas sur des planètes, mais dans l'espace lui-même. Les planètes deviennent des objets d'étude, des sources de ressources, peut-être des lieux de pèlerinage ou de curiosité, mais pas des foyers. C'est une transition conceptuelle aussi importante que le passage de la vie aquatique à la vie terrestre. Nous quittons le berceau planétaire pour habiter l'océan cosmique avec nos propres navires écosystèmes. Bien sûr, les défis techniques sont immenses. Construire une structure aussi vaste dans l'espace, lui donner une intégrité structurelle capable de durer des millénaires, créer un écosystème clos parfaitement stable, développer une propulsion suffisante, ce sont des projets qui dépassent de loin les capacités actuelles, mais ce ne sont pas des défis impossibles sur le plan des principes physiques connus. Ce sont des défis d'ingénierie, de matériaux, de gestion de projets. Et chaque petit pas que nous faisons aujourd'hui avec l'ISS, avec les tests de serre spatiale, avec les projets de propulsion avancée, contribue à ce futur possible. Le paradigme de l'habitat spatial nous libère de l'urgence de trouver une deuxième Terre. Il nous donne un cadre pour penser notre expansion dans le système solaire et au-delà, non pas comme une série de missions périlleuses vers des rochers hostiles, mais comme la construction progressive, méthodique, d'une infrastructure de vie permanente dans l'espace. C'est un futur où nos descendants ne rêveront pas de marcher sur d'autres mondes, mais de construire leur propre monde, de le façonner selon leurs besoins et de le piloter à travers le grand vide, devenant ainsi les véritables habitants du cosmos et non plus ses visiteurs occasionnels. Construire un monde artificiel, c'est une chose. Le maintenir en vie, en équilibre, pendant des siècles, en est une autre, bien plus difficile. Car sur Terre, nous profitons d'un système de support-vie, d'une complexité et d'une résilience incroyables, façonnés par des milliards d'années d'évolution. Les forêts produisent de l'oxygène, les océans régulent le climat, les bactéries recyclent les déchets, le cycle de l'eau se perpétue. Dans un vaisseau ou un habitat spatial, nous devons recréer cette magie de la stabilité dans un volume minuscule, avec une marge d'erreur proche de zéro. C'est le défi ultime des systèmes clos. Et c'est paradoxalement là que l'habitat artificiel peut surpasser n'importe quelle tentative sur une planète. Parce que sur une planète morte, vous essayez de greffer un petit système fragile sur un corps inerte et hostile. Dans l'espace, vous construisez un organisme complet et autonome dès le départ. Prenons l'exemple le plus basique, l'air. Sur la Station spatiale internationale, on utilise un système appelé ECLSS pour contrôler l'atmosphère. Il recycle le dioxyde de carbone expiré par les astronautes, le transforme parfois en eau par des réactions chimiques et maintient un niveau d'oxygène stable. C'est un système de survie, pas un écosystème. La prochaine étape, c'est d'introduire la biologie. Dans un grand habitat cylindrique, on peut avoir de véritables zones végétales, des forêts miniatures, des algues dans des bassins. Ces plantes, grâce à la photosynthèse, absorbent le CO2 et libèrent de l'oxygène. Elles ne sont pas juste décoratives, elles sont des ouvrières essentielles du cycle de l'air. En même temps, elles produisent une partie de la nourriture. On parle alors d'agriculture spatiale, hydroponie, où les racines baignent dans une solution nutritive, aquaponie, où les déchets des poissons fertilisent les plantes, aéroponie, où un brouillard nutritif nourrit les racines. Ces méthodes, déjà utilisées sur Terre, sont extrêmement efficaces en termes d'eau et d'espace. Dans l'environnement parfaitement contrôlé d'un habitat, sans sécheresse, sans grêle, sans parasites invasifs, si tout est bien conçu, le rendement peut être optimal et constant toute l'année. L'eau, elle, est l'élément le plus précieux et le plus recyclable. Rien ne se perd. L'urine, la transpiration, l'humidité de l'air, l'eau usée de la douche, tout est collecté, filtré, purifié et réintroduit dans le circuit. Les technologies de filtration avancées, comme l'osmose inverse et la distillation, peuvent en rendre cette eau plus pure que n'importe quelle source terrestre. Les plantes, en transpirant, relâchent aussi de la vapeur d'eau qui est récupérée. C'est un circuit presque parfait. Sur une planète comme Mars, tenter de mettre en place un tel cycle est beaucoup plus risqué. Votre système de survie dépend de la fiabilité de vos machines dans un environnement poussiéreux et froid, avec des ressources en eau initiales limitées à ce que vous avez apporté ou extrait laborieusement. Une panne majeure dans le recyclage de l'eau est une catastrophe immédiate. Dans un grand habitat spatial, le volume des eaux en circulation est beaucoup plus important, offrant un tampon, une réserve, et la redondance des systèmes peut être conçue bien plus facilement. Mais la vraie force d'un système clos spatial, c'est la gestion des déchets solides. Sur Terre, on enterre ou on brûle. Dans un vaisseau-monde, tout doit être une ressource.
Les déchets organiques humains et végétaux sont compostés ou digérés par des bactéries pour devenir de l'engrais pour les cultures. Les déchets inorganiques sont triés, fondus et réutilisés comme matière première par des imprimantes 3D ou des ateliers de fabrication. L'idée est d'approcher le taux de recyclage de 100%. Ce n'est pas du rêve, c'est une nécessité absolue pour un voyage de 1000 ans. Vous ne pouvez pas vous permettre de jeter quoi que ce soit par-dessus bord. Votre vaisseau est un système métabolique complet. Il ingère de l'énergie solaire ou nucléaire et des matières premières astéroïdales, il transforme, il recycle et il rejette uniquement de la chaleur qu'il dissipe dans l'espace. Cette recherche de l'équilibre parfait est ce qui rend l'habitat spatial supérieur à terme même à la biosphère terrestre. Sur Terre, les équilibres sont dynamiques, mais soumis à des chocs. Éruptions volcaniques, impact d'astéroïdes, des règlements climatiques causés par la vie elle-même, comme la grande oxydation il y a des milliards d'années. Dans notre habitat, nous sommes aux commandes. Nous pouvons surveiller chaque paramètre, la concentration de chaque gaz dans l'air, le pH de l'eau, le niveau de chaque nutriment dans le sol agricole. Une dérive est détectée tôt et corrigée. Il n'y a pas de mauvaises herbes ou de ravageurs qui entrent par hasard. L'écosystème est choisi et contrôlé. Cela permet une stabilité impossible sur une planète où vous devez composer avec une nature sauvage et imprévisible. Bien sûr, cette stabilité est aussi une fragilité. Un pathogène inattendu qui se propage dans les cultures, une toxine qui s'accumule dans le circuit d'eau parce qu'un matériau se dégrade, un déséquilibre dans la population microbienne du sol. Tout cela peut devenir une crise. Mais c'est une crise dans un système où vous avez un contrôle total et une transparence complète. Vous pouvez isoler un secteur, traiter le problème à la racine. Sur une planète, une crise écologique dans votre dôme est une urgence vitale dans un environnement déjà hostile. Dans l'Arche, c'est un dysfonctionnement interne d'un système que vous comprenez parfaitement, car vous l'avez conçu. Cette quête de durabilité en système clos n'est pas juste une curiosité technique. Elle redéfinit notre relation à la nature et aux ressources. Elle nous force à penser en cycle complet, à éliminer le concept de déchet. Elle pourrait bien être la plus grande leçon que l'humanité retirera de l'aventure spatiale. Comment vivre en équilibre avec un monde fini? Parce que votre monde est littéralement fini, clos, et que sa santé est directement liée à votre survie. Sur Terre, nous avons l'illusion de l'infini, d'une capacité d'absorption et de régénération sans limite. Dans l'épaisse, cette illusion se brise immédiatement. Vous devez être efficace, précis, circulaire. Et ironiquement, en apprenant à créer ces petits mondes parfaits et fragiles, nous pourrions enfin apprendre à préserver le grand monde unique et robuste qui nous a donné naissance. Le défi n'est donc pas insurmontable, c'est un défi d'ingénierie systémique, de biologie et de vigilance. Mais c'est un défi bien plus noble et porteur d'avenir que celui de survivre dans un bunker sur un désert radioactif. C'est le défi de devenir les jardiniers attentifs de notre propre biosphère, une compétence qui fera de nous, non pas les colons apeurés d'autres mondes, mais les créateurs responsables de nouveaux berceaux pour la vie. Repenser notre habitat comme un système clos et durable nous amène à une question encore plus profonde. Et si la clé de la survie à long terme n'était pas simplement de construire un bon refuge, mais de garder la capacité de bouger, de ne jamais être coincé? C'est le grand avantage stratégique que les mondes artificiels mobiles ont sur les colonies planétaires fixes. Un planète, par définition, est un point fixe dans l'espace. Elle suit une orbite prévisible autour de son étoile. C'est une cible, et l'univers, aussi magnifique soit-il, est un endroit rempli de menaces pour une cible fixe. Pensez-y, un astéroïde de grande taille, une supernova relativement proche, un sursaut gamma, une période d'activité stellaire extrême. Sur des échelles de temps de millions d'années, ces événements sont certains. La Terre elle-même a subi des extinctions massives, probablement liées à de tels cataclysmes cosmiques ou géologiques. Mettre tous les espoirs de l'humanité sur une autre planète, comme Mars, ne fait que répéter le même schéma. On met tous nos œufs dans un autre panier, mais le panier reste immobile et tout aussi vulnérable. Une civilisation confinée à un seul monde, même si elle en colonise 2 ou 3, reste incroyablement fragile à l'échelle cosmique. Une seule catastrophe stellaire imprévue pourrait l'effacer. Maintenant, imaginez une civilisation constituée de dizaines, de centaines de vaisseaux-mondes, d'arches stellaires dispersées à travers le système solaire, puis plus tard à travers le milieu interstellaire. Cette civilisation est fondamentalement immunisée contre les catastrophes localisées. Un astéroïde géant heurte Mars,
Les arches en orbite martienne ou ailleurs peuvent manœuvrer ou sont déjà trop loin pour être affectées. Une supernova explose à 50 années-lumière. Les radiations mortelles mettront 50 ans à arriver, donnant à toutes les arches une alerte et un délai énorme pour se déplacer derrière un bouclier naturel, comme une planète gazeuse, ou pour orienter leur coque la plus blindée vers la source. La destruction totale de la civilisation devient presque impossible, car elle est dispersée, mobile et redondante. Cette mobilité n'est pas qu'une défense contre les catastrophes, c'est aussi une stratégie de prospérité. Une arche n'est pas liée au puits de gravité d'une étoile unique. Elle peut, sur des générations, migrer vers des régions plus riches. Imaginez que notre système solaire devienne à long terme pauvre en ressources facilement accessibles. Une flotte d'arches pourrait entamer un long voyage vers un système stellaire plus jeune, entouré d'un disque de débris riches en glace et en métaux. Elles n'ont pas besoin d'une planète habitable à l'arrivée. Elles peuvent se mettre en orbite autour de l'étoile et continuer leur vie, exploitant les astéroïdes locaux. Elles pourraient même, en théorie, se diriger vers les nuages moléculaires géants, ces pouponnières d'étoiles remplies de matières premières. Cette capacité de nomadisme stellaire ou de pastoralisme cosmique transforme la condition humaine. Nous ne serions plus les habitants d'un point, mais les habitants d'un chemin. Cela change aussi profondément la dynamique culturelle et technologique. Une colonie planétaire isolée, sur Mars par exemple, pourrait facilement devenir stagnante. Confrontée à un environnement rigide et à des défis de survie constants, son énergie irait principalement à la maintenance, pas à l'innovation. L'isolement psychologique et le manque d'échanges pourraient mener à une dérive culturelle extrême, voire à des conflits internes destructeurs. Une flotte d'arches, en revanche, même si les voyages entre elles sont longs, peut maintenir un réseau, des échanges d'informations par signaux laser, des échanges de biens lors de rendez-vous orbitaux planifiés, des transferts de population entre vaisseaux pour éviter la consanguinité ou partager des connaissances. Ce réseau peut former une noosphère mobile, une culture commune en évolution constante, fertilisée par les expériences légèrement différentes de chaque arche. Une innovation cruciale faite dans une arche, une amélioration du recyclage de l'eau, un nouveau matériau peut être partagé à toutes les autres, renforçant la résilience de l'ensemble. La civilisation devient un système nerveux distribué, apprenant et s'adaptant bien plus vite qu'une colonie isolée. Enfin, la mobilité offre un échappatoire à la plus grande menace de toutes, la mort de notre étoile. Dans plusieurs milliards d'années, le Soleil deviendra une géante rouge, engloutissant peut-être la Terre et rendant le système solaire interne invivable. Pour une civilisation planétaire, c'est une échéance ultime, un couperet. Cela impliquerait un projet de fuite paniqué à une échelle impossible. Pour une civilisation déjà habitant des arches mobiles, c'est un changement de quartier progressif. Depuis des millions d'années, les arches auront peu à peu migré vers l'extérieur du système, ou même auront déjà entamé des voyages vers d'autres étoiles. La fin du Soleil est prévue, attendue et gérable. Elle ne serait pas une apocalypse, mais une étape dans une migration continue. En ce sens, la mobilité est la clé de l'immortalité potentielle d'une civilisation. Une espèce fixe est soumise aux aléas de son environnement local. Une espèce mobile choisit son environnement, ou du moins peut fuir quand celui-ci devient mortel. Cela ne signifie pas fuir tous les problèmes. Les dangers de l'espace profond existent, mais cela signifie ne jamais être pris au piège. C'est la différence fondamentale entre un immeuble et un navire. Quand l'immeuble prend feu ou s'effondre, vous devez évacuer dans la panique, souvent sans issue. Le navire, face à une tempête, peut tenter de manœuvrer, de changer de cap, de passer derrière une île pour se protéger. L'avenir de l'humanité ne doit pas être celui d'un immeuble de plus en plus sophistiqué sur un rocher de plus en plus lointain. Il doit être celui d'une flotte de navires, maîtrisant l'art de naviguer sur l'océan cosmique, capable de chercher des vents favorables et d'éviter les tempêtes, assurant ainsi non pas juste la survie, mais la continuité d'une aventure sans fin. La mobilité n'est donc pas un accessoire du vaisseau-monde, elle en est l'essence même, la qualité qui transforme un refuge en un vecteur de destin. Reprenons où nous en étions. Nous avons une flotte de vaisseaux-mondes, mobiles, résilients, capables de naviguer pour échapper aux dangers et de prospérer en exploitant les ressources des astéroïdes. C'est une belle image, mais elle pourrait paraître comme un aboutissement en soi. En réalité, ce n'est peut-être qu'une étape intermédiaire, un passage obligé vers quelque chose de bien plus grand. Pour comprendre cela, il faut changer d'échelle, pas spatiale cette fois, mais énergétique. Comment mesurer les progrès d'une civilisation ?
Une façon de le faire, purement théorique mais fascinante, est l'échelle de Kardashev. Elle classe les civilisations par la quantité d'énergie qu'elles sont capables d'utiliser. Une civilisation de type utilise toute l'énergie disponible sur sa planète d'origine, l'énergie solaire qui arrive, la géothermie, les vents, les marées, etc. Nous, sur Terre, nous n'en sommes même pas encore là pleinement. Nous sommes encore à 0,7 sur cette échelle, si on veut être précis. Le type 2 est un bond monstrueux. Une civilisation capable de capter et d'utiliser l'énergie totale de son étoile. Pas juste la fraction qui arrive sur une planète, mais toute la production de l'étoile. Enfin, le type 3 contrôle l'énergie d'une galaxie entière. Ces concepts sont vertigineux, presque abstraits, mais ils posent une question pratique. Comment devient-on une civilisation de type 2 ? Et là, le lien avec nos vaisseaux-mondes devient évident et crucial. Pourquoi ? Parce que le modèle de la colonisation planétaire est par essence une stratégie de type 8, même si elle se déploie sur plusieurs planètes. Vous habitez des points à la surface de sphères, vous collectez l'énergie solaire qui arrive localement sur ces surfaces, vous exploitez les ressources de ces mondes. C'est inefficace à l'échelle stellaire. Une infime partie de l'énergie du Soleil est effectivement utilisée. Pour franchir le cap du type 2, il faut penser en 3 dimensions, en occupant l'espace autour de l'étoile, pas juste quelques points à sa surface orbitale. Le concept le plus célèbre est la sphère de Dyson, ou plutôt l'ESAM de Dyson. Il ne s'agit pas d'une coquille solide, c'est probablement impossible, mais d'un nuage gigantesque de collecteurs d'énergie, de stations, d'habitats qui orbitent autour de l'étoile et interceptent une part majeure de sa lumière. Cet ESAM devient l'infrastructure principale de la civilisation. Et devinez quoi ? Les éléments de base de cet ESAM, ce ne sont pas des colonies martiennes, ce sont des habitats spatiaux, des structures autonomes pouvant être positionnées n'importe où sur l'orbite désirée, optimisées pour vivre dans l'espace profond, construisant et entretenant les collecteurs solaires. Nos vaisseaux-mondes, ou du moins leurs cousins sédentaires, sont les briques parfaites pour cela. Un habitat cylindrique de O'Neill n'a pas besoin d'être attaché à une planète. Il peut orbiter directement autour du Soleil, à la distance idéale, et faire partie de l'essaim. Ses habitants construisent et gèrent les collecteurs d'énergie qui alimentent non seulement leur habitat, mais tout le réseau. L'énergie devenue surabondante permet tout. La fusion nucléaire, la propulsion, la fabrication à grande échelle. La civilisation n'est plus centrée sur des planètes, mais sur une myriade d'habitats artificiels baignant dans l'énergie de leur étoile. Et c'est là que le concept de vaisseau-monde, d'arche interstellaire, retrouve tout son sens. Ces habitats ne sont pas forcément tous sédentaires. Certains, équipés de systèmes de propulsion puissants, peuvent devenir les pionniers, les constructeurs. Ils peuvent voyager vers les confins du système solaire pour y récupérer de la matière première sur les comètes, puis revenir. Plus tard, une fois l'essaim de Dyson bien avancé et l'énergie maîtrisée, certains de ces habitats pourraient décider de partir. Pourquoi ? Parce qu'avec l'énergie d'une étoile à leur disposition, ils peuvent envisager de propulser tout un monde artificiel vers l'étoile voisine. Ils deviennent des arches interstellaires dans le vrai sens du terme, non plus par nécessité de survie, mais par logique d'expansion. Arrivés autour d'une nouvelle étoile, ils répètent le processus. Ils construisent un nouvel ESAM de Dyson, aidés par l'expérience et la technologie apportée. Ils deviennent le noyau d'une nouvelle zone de type 2. Et si d'autres arches font de même autour d'autres étoiles, l'humanité devient progressivement une civilisation de type 3, galactique, non pas en conquérant des planètes, mais en semant des graines de systèmes d'habitat autour des étoiles. Cette vision montre que les vaisseaux-mondes ne sont pas un plan de secours ou une solution minimaliste. Ils sont, au contraire, l'outil indispensable pour une ascension civilisatrice. Essayer de devenir une civilisation de type 2 en restant basé sur des planètes, c'est comme essayer de construire un réseau Internet mondial en n'utilisant que des cabines téléphoniques fixes. C'est possible en théorie, mais c'est infiniment moins efficace, moins flexible, et cela rate complètement le potentiel de l'environnement. L'espace est l'endroit où se trouve l'énergie et l'endroit où il faut habiter pour la capter. Les planètes sont des accidents de parcours, des amas de matière au fond de puits gravitationnels, utiles peut-être pour leurs ressources, mais totalement sous-optimales comme siège principal d'une civilisation avancée. Essayer de devenir une civilisation de type 2 en restant basé sur des planètes, c'est comme essayer de construire un réseau Internet mondial en n'utilisant que des cabines téléphoniques fixes. C'est possible en théorie, mais c'est infiniment moins efficace, moins flexible, et cela rate complètement le potentiel de l'environnement.
L'espace est l'endroit où se trouve l'énergie et l'endroit où il faut habiter pour la capter. Les planètes sont des accidents de parcours, des amas de matière au fond de puits gravitationnels, utiles peut-être pour leurs ressources, mais totalement sous-optimales comme siège principal d'une civilisation avancée. Penser en termes de vaisseaux-mondes, d'habitats spatiaux, c'est penser comme une civilisation qui a compris où se trouve la vraie puissance, dans le contrôle de l'espace lui-même, pas dans l'occupation de quelques rochers. Cela demande un changement culturel profond. Il faut arrêter de rêver de paysages montagneux martiens comme destination ultime, pas par la surface d'autres mondes, mais par la construction de nos propres mondes, libérés de l'attraction d'un sol unique, pour pouvoir habiter au plus près de la source de toute vie et de toute puissance, la lumière des étoiles elle-même. Passer de l'énergie stellaire à la psychologie humaine peut sembler un saut, mais c'est en fait le lien le plus crucial. Car tous les calculs, toute l'ingénierie, tout l'optimisme technologique ne servent à rien si les esprits à l'intérieur de ces merveilles se brisent. On parle de voyages qui durent des générations, de vies entières passées dans un environnement construit. La santé mentale n'est pas un détail, c'est une condition de survie aussi fondamentale que l'oxygène. Et c'est là qu'une autre faille majeure de la colonisation planétaire se révèle d'une manière très concrète et sombre. Imaginez-vous vivre sur Mars, vous passez vos journées dans un habitat aux parois épaisses, enterré ou semi-enterré pour vous protéger. Les fenêtres, si elles existent, donnent sur un paysage immuable, un désert rocailleux, des tons de rouille et d'ocre, un ciel pâle et poussiéreux. Aucun arbre, aucun mouvement de vie, aucun son en dehors du bourdonnement des machines. La vue est d'une monotonie écrasante. L'horizon est proche, courbé par la petite taille de la planète. Vous savez que dehors, sans votre combinaison, vous mourriez en quelques secondes. Ce paysage n'invite pas à la rêverie, il inspire la mélancolie, le sentiment d'être emprisonné sur un rocher stérile. C'est un environnement intrinsèquement déprimant. Des études sur des équipages en isolation, comme ceux des bases en Antarctique, montrent que la monotonie visuelle, le manque de stimuli complexes et le sentiment de confinement profond sont des facteurs majeurs de tensions psychologiques, de conflits interpersonnels et de dépression. Sur Mars, ces facteurs seraient exacerbés à l'extrême et ce pour toujours. Il n'y a pas de grand air où s'échapper pour se changer les idées. Chaque sortie est une expédition complexe et risquée. Cette réalité pèse sur l'âme. Elle transforme l'aventure en peine. Maintenant, contrastez cela avec l'intérieur d'un grand habitat spatial, d'un cylindre de O'Neill ou d'une arche. Ici, le design n'est pas dicté par la nécessité de se protéger d'un environnement extérieur visiblement hostile, mais par le désir de créer un monde intérieur agréable. L'espace n'est pas une denrée rare à cause du coût exorbitant de la pressurisation sous une atmosphère ténue. Il peut être généreux, on peut concevoir de vastes parcs, des bosquets, peut-être même de petits lacs ou des ruisseaux. La vue n'est pas vers l'extérieur mort, mais vers l'intérieur vivant. Vous levez les yeux et vous voyez la courbe du terrain qui monte de chaque côté, des zones d'habitation et de verdure se fondant dans la distance, baignées d'une lumière réfléchie qui imite le cycle du soleil. Le ciel, au centre de l'axe, pourrait être un bleu lumineux, ou afficher des images de ciel terrestres de nuages se déplaçant doucement. L'architecture peut être variée, créant des quartiers avec des ambiances différentes. Il peut y avoir des places publiques, des lieux de rassemblement, des espaces de silence. Le point clé est la maîtrise totale sur l'esthétique. On peut créer des environnements sensoriellement riches, le bruissement des feuilles, d'arbres réels, le clapotis de l'eau, la variation des couleurs avec les saisons simulées. Ces stimuli sont nourrissants pour le cerveau humain qui a évolué dans la complexité et la variété de la biosphère terrestre. La psychologie de l'espace intérieur devient alors une discipline de design à part entière. Il ne s'agit pas juste de faire fonctionnel, mais de faire réconfortant, inspirant, apaisant. On peut intégrer des éléments de biophilie, ce lien inné que les humains ont avec la nature et les formes de vie. Des murs végétalisés, des aquariums, des volières pour de petits oiseaux. L'objectif est de combattre activement la sensation d'enfermement. Dans un vaisseau-monde, vous n'êtes pas sur un monde, vous êtes dans un monde. C'est une distinction psychologique profonde. Être à l'intérieur d'un tout cohérent et contrôlé peut générer un sentiment de sécurité bien plus grand que d'être posé sur un désert hostile. C'est l'utérus technologique, un espace qui vous enveloppe complètement et que vous connaissez intimement. La menace extérieure est abstraite, derrière des kilomètres de coques et de boucliers. Vous ne la voyez pas. Votre réalité quotidienne est celle d'un écosystème bienveillant.
De plus, la communauté dans un tel habitat est forcément très soudée. Les gens sont interdépendants, leurs compétences sont vitales les unes pour les autres. Cela peut favoriser un fort sentiment de but commun, d'identité collective. La mission entretenir le vaisseau, faire avancer le projet, éduquer la prochaine génération donne un sens profond à chaque vie. Sur une colonie planétaire, la lutte pour la survie peut épuiser et diviser. Dans une arche, la survie est assurée par le bon fonctionnement du système, qui dépend de la coopération de tous. Cela crée une dynamique sociale très différente, potentiellement plus harmonieuse. Un autre avantage décisif est la possibilité de contrôler le cycle circadien. La lumière est un régulateur majeur de l'humeur et du sommeil. Dans un habitat spatial, on peut parfaitement recréer un cycle de 24 heures avec une lumière qui évolue du bleu vif du midi au rouge orangé du crépuscule. On peut même simuler des variations saisonnières de luminosité. Sur Mars, le jour solaire est à peine plus long que sur Terre. Mais la poussière dans l'atmosphère rend la lumière étrange, et vivre sous terre ou sous dôme signifie dépendre de lumière artificielle constante, ce qui peut perturber les rythmes biologiques. Enfin, il y a la question de la perspective. Dans un cylindre en rotation, vous avez une ligne d'horizon. Votre vision peut porter sur de la distance, même si cette distance est à l'intérieur. Cette ligne d'horizon est psychologiquement vitale. Elle donne une structure à l'espace, une impression de liberté visuelle. Dans un habitat martien enterré, l'horizon est un mur. La différence est immense. Bien sûr, la vie dans un vaisseau-monde n'est pas sans défi psychologique. Le sentiment d'isolement cosmique, l'absence de ciel nocturne véritable, la connaissance que tout dépend de la technologie peuvent aussi générer de l'anxiété. Mais ce sont des défis auxquels on peut répondre par le design, la culture, la thérapie. C'est un combat sur un terrain que l'on a choisi. Sur une planète, le combat psychologique se livre sur le terrain de l'hostilité naturelle, qui, elle, ne fera jamais de compromis. En somme, pour que l'humanité puisse vraiment s'établir dans l'espace pour le long terme, elle doit offrir à ses membres plus qu'une simple survie biologique. Elle doit leur offrir un monde qui nourrit l'esprit. Un dôme sur Mars est une cellule de prison high-tech. Un habitat spatial bien conçu est une vallée, un village, un morceau de terre recréé et optimisé lancé dans les étoiles. Le choix n'est pas seulement entre deux technologies, mais entre deux états d'esprit, celui du prisonnier qui regarde les barreaux et celui du jardinier qui contemple son jardin où qu'il soit. Alors, nous avons un monde intérieur agréable, une psychologie stable, une communauté soudée. Mais comment fait-on bouger tout ça ? C'est la question qui semble souvent être l'obstacle numéro 1 dans l'imaginaire collectif, la propulsion. Aller vers les étoiles prendrait tellement de temps que c'est impossible, non ? C'est l'objection classique, et elle mérite qu'on s'y attarde sérieusement. Car elle change complètement de nature selon que l'on parle d'une mission ou d'un habitat permanent. Si vous envisagez un voyage comme ceux d'aujourd'hui, avec un petit vaisseau rempli d'astronautes dans des cabines exiguës, alors oui, un trajet de plusieurs siècles vers l'étoile la plus proche est une absurdité, une torture. Mais si vous parlez d'un vaisseau-monde, le paradigme est renversé. Dans ce cas, la traversée n'est pas une période difficile à subir en hibernation ou à supporter dans l'ennui. C'est l'état normal d'existence. L'arche n'est pas un moyen de transport au sens où nous l'entendons. C'est un lieu de vie qui se déplace. Pour les générations qui naîtront, vivront et mourront à bord, le fait que l'arche ait une vitesse de croisière de, disons, 1/10 de la vitesse de la lumière, est un détail technique sans plus d'impact sur leur vie quotidienne que la vitesse de rotation de la Terre sur elle-même pour nous. Leur monde est complet, autosuffisant. La destination, l'étoile Proxima du Centaure ou une autre, est un objectif lointain, peut-être mythique pour les premières générations, mais leur réalité immédiate est l'habitat lui-même. Cela ne signifie pas qu'il faut renoncer à toute amélioration de la propulsion, bien au contraire, mais cela recentre les priorités. La priorité absolue pour une arche interstellaire n'est pas la vitesse de pointe, mais la fiabilité totale et la durabilité sur des millénaires. Le système de propulsion doit pouvoir fonctionner de manière continue, ou par impulsion très longue pendant des centaines d'années, avec une maintenance minimale. On pense alors à des concepts comme la propulsion nucléaire, fission ou fusion, où l'on éjecte à grande vitesse de la matière chauffée par des réactions nucléaires. C'est une technologie à notre portée conceptuelle, même si elle est difficile. Une autre idée est la voile solaire géante, poussée non pas par le vent solaire trop faible, mais par des lasers ou des micro-ondes gigantesques installés dans le système solaire d'origine.
Cette voile, une fois accélérée, pourrait atteindre des vitesses significatives. Le vaisseau n'emporte alors pratiquement pas de carburant, ce qui est un avantage énorme. Mais là encore, le système de propulsion est extérieur au vaisseau pour la phase d'accélération. L'important est que ces technologies ne sont pas de la magie. Elles reposent sur des principes physiques connus. Le défi est de les mettre à l'échelle et de les rendre incroyablement fiables. Et c'est là que la philosophie de l'Arche change tout. Dans une mission traditionnelle vers Mars, tout doit fonctionner parfaitement du premier coup, et le temps de transit est une course contre la dégradation physiologique et psychologique. Dans une arche, le temps travaille pour vous. Vous pouvez vous permettre une accélération très lente mais constante. Une poussée faible, maintenue pendant des décennies, finit par donner une vitesse considérable. Le confort à l'intérieur n'est pas affecté, car la gravité artificielle est fournie par la rotation, pas par l'accélération. Le moteur peut être éteint pendant des périodes de maintenance de plusieurs années, sans que cela ne pose de problème, puisque la vie à bord continue normalement. Le vaisseau continuera sur sa lancée par inertie. L'ingénierie se concentre donc sur la robustesse, la redondance et la simplicité des systèmes clés. On peut imaginer plusieurs moteurs indépendants, chacun capable de prendre le relais. Les réacteurs peuvent être conçus pour être réparés ou remplacés par section, en utilisant les ateliers et les matières premières de l'arche. Un autre point crucial, le carburant. Une arche ne peut pas remporter tout le carburant nécessaire pour des milliers d'années de manœuvre, mais elle n'en a pas besoin. Comme nous l'avons vu, elle peut brouter les ressources en chemin. L'hydrogène, le deutérium pour la fusion ou même l'eau pour la propulsion plasmique peuvent être extraits des comètes ou de la glace interstellaire rencontrée pendant le voyage. L'arche devient alors un prédateur de ressources, capable de se ravitailler partiellement en vol, ce qui étend radicalement son autonomie. Cela rend le voyage bien plus réalisable. Enfin, il faut accepter une vérité fondamentale. La première génération qui embarque sait qu'elle ne verra pas la destination. Ils sont les fondateurs d'un projet plus grand qu'eux. C'est un acte de foi dans l'avenir, semblable à celui des personnes qui plantent des arbres dont ils ne verront jamais l'ombre. Mais contrairement à ces arbres, leur vie à bord n'est pas une attente. Elle est pleine et entière. Ils ont un monde à explorer, leur propre habitat, une société à faire vivre, des défis scientifiques et techniques à relever. Le voyage est le but. Cette perspective est peut-être la plus difficile à accepter pour notre mentalité moderne obsédée par la destination et les résultats rapides. Elle demande une conception du temps profond, une patience qui dépasse les individus et s'inscrit dans la lignée des générations. En résumé, le défi de la propulsion n'est pas une barrière qui invalide le concept d'arche interstellaire, c'est un problème d'ingénierie complexe, mais qui change de nature quand on le considère depuis l'intérieur du paradigme du vaisseau-monde. La vitesse pure devient secondaire par rapport à la fiabilité et à l'autonomie. Le temps de voyage cesse d'être une malédiction pour devenir la toile de fond normale de l'existence. Les technologies nécessaires sont dans le domaine du possible, même si elles demandent des siècles de développement. L'arche interstellaire n'est pas un vaisseau qui doit arriver à tout prix, c'est un habitat qui, un jour, a commencé à se déplacer et dont le mouvement fait partie de son identité, comme la rotation de la Terre fait partie de la nôtre. La vraie révolution n'est pas dans le moteur, mais dans le changement de point de vue. Nous ne serions plus des passagers supportant un voyage, mais les habitants permanents d'un monde nomade, pour qui le cosmos n'est pas une frontière à franchir, mais un océan à habiter. Repenser la propulsion comme une fonction de fond plutôt qu'une course, c'est bien, mais cela nous amène directement à la question la plus humaine et la plus délicate de toutes. Comment gère-t-on cette société en boîte qui voyage pour des millénaires ? Car un habitat spatial, aussi parfait soit-il techniquement, est avant tout une communauté d'humains. Et les humains, avec leurs désaccords, leurs passions, leurs idéologies, ne sont pas des pièces de machine que l'on peut calibrer une fois pour toutes. La gouvernance d'une arche interstellaire n'est pas un sujet politique comme un autre, c'est une question de survie absolue. Il n'y a pas de porte de sortie. Un conflit majeur qui dégénère en violence peut endommager l'habitat, perturber les systèmes vitaux et mener à l'extinction de tous. La stabilité sociale n'est donc pas un idéal, c'est une exigence technique du même ordre que la résistance de la coque ou la pureté de l'eau. Alors, à quoi pourrait ressembler un tel système ? Il est presque certain que les modèles fondés sur la compétition pure, l'accumulation personnelle de pouvoir ou les divisions idéologiques profondes seraient éliminés par la sélection naturelle des projets. Une arche qui partirait avec un système politique générateur de conflits chroniques n'arriverait jamais à destination.
Le modèle le plus probable serait une forme de méritocratie technique fortement coopérative. Le pouvoir ne serait probablement pas une fin en soi, mais une responsabilité tournante liée à l'expertise. Les décisions cruciales concernant la maintenance du vaisseau, la gestion des ressources, l'équilibre écologique, seraient prises sur la base de données, de simulations et du consensus des experts des différents domaines. L'objectif suprême de toute gouvernance serait l'homéostasie, maintenir l'équilibre parfait du système clos. Un leader ne serait pas celui qui promet la croissance ou la conquête, mais celui qui garantit la stabilité, la santé et la pérennité. La transparence serait totale, car cacher un problème technique ou une pénurie serait un crime contre tous. L'éducation jouerait un rôle central, absolument central. Dès le plus jeune âge, chaque enfant apprendrait le fonctionnement intégral de l'arche. Il ne s'agirait pas seulement d'apprendre un métier, mais de comprendre les interconnexions, comment la production de nourriture affecte l'air, comment le recyclage de l'eau dépend de l'énergie, comment la santé des forêts internes influence le moral. Chacun serait profondément conscient que sa propre survie est inextricablement liée au bon fonctionnement de l'ensemble et aux actions de ses voisins. La culture et la mémoire seraient l'autre pilier de la cohésion. Il faudrait entretenir la mémoire de la mission. Pourquoi sommes-nous partis? D'où venons-nous? Quel est le but à très long terme? Des récits, des cérémonies, des archives immaculées devraient-elles transmettre cela sur des centaines de générations pour éviter que la société ne sombre dans l'oubli de son propre but et ne devienne une simple bulle errante sans sens? L'histoire de la Terre, avec ses beautés et ses erreurs, serait enseignée non comme une nostalgie, mais comme une leçon. La philosophie, l'art, la musique évolueraient dans ce contexte. Ils serviraient à explorer la condition humaine dans un monde clos, à célébrer la complexité de la vie, à maintenir un lien avec l'idée de beauté et de sens. Les conflits, bien sûr, existeraient. Des désaccords sur la répartition des ressources, sur des choix éthiques, sur l'interprétation des règles, mais les mécanismes de résolution devraient être sophistiqués et infaillibles. Des médiations obligatoires, des tribunaux d'arbitrage technique, peut-être même une forme de démocratie directe sur des questions non techniques. La violence physique serait probablement le tabou absolu, réprimé avec une sévérité implacable, car une rixe qui endommage un mur est une menace pour tous. Un défi immense serait de gérer la diversité des croyances et des visions du monde. Sur un si long voyage, des courants religieux ou philosophiques nouveaux pourraient naître en conflit avec ceux des fondateurs. Supprimer ces différences serait dangereux et créerait des ressentiments. La solution pourrait être un noyau laïque et opérationnel strict là. Les règles de maintenance et de sécurité sont non négociables et basées sur la science couplée à une grande liberté de croyance dans la sphère personnelle, tant que ces croyances n'imposent pas des comportements nuisibles à l'équilibre de l'arche. La société devrait cultiver une vertu cardinale, la tolérance pragmatique. Nous ne sommes pas obligés de penser pareil, mais nous sommes obligés de coopérer pour faire fonctionner notre monde commun. Finalement, cette société serait un exemple unique de ce que l'humanité peut faire quand elle est confrontée à une contrainte ultime, l'isolement total et la dépendance mutuelle absolue. Ce ne serait pas un paradis, ce serait probablement une société exigeante, avec peu de place pour l'individualisme extrême, où la responsabilité collective pèserait sur chaque épaule. Mais ce pourrait aussi être une société plus mature, ayant dépassé les vieux démons des rivalités territoriales et de l'exploitation à court terme. Le gouvernement n'y administrerait pas un territoire, mais un organisme vivant et fragile. Son succès se mesurerait à la santé des forêts internes, au bien-être des enfants, au bon fonctionnement silencieux des recycleurs et à la transmission intacte du savoir à travers les siècles. C'est un défi social plus grand encore que le défi technique, car il demande de redéfinir ce que signifie être une communauté humaine lorsque les frontières sont immuables et que l'avenir de tous dépend de la sagesse de chacun, jour après jour, siècle après siècle. Et si la nécessité de cette cohésion sociale absolue nous forçait à réinventer quelque chose d'encore plus fondamental, l'économie elle-même, car dans une arche interstellaire, tous nos concepts économiques actuels, nés sur une planète aux ressources limitées mais aux frontières apparemment ouvertes, volaient en éclats. Ici, pas de terre à posséder, pas de ressources naturelles non renouvelables à extraire et à vendre, pas de marché mondial connecté. L'arche est un système clos et fini. L'économie, dans ce contexte, n'est plus l'art de gérer la rareté, mais l'art de gérer l'abondance contrôlée. La première ressource, c'est l'énergie, et elle est, par conception, surabondante. Que ce soit par d'immenses panneaux solaires déployés à l'extérieur,
ou par un réacteur à fusion, l'énergie n'est pas un produit à facturer. C'est l'infrastructure de base, comme l'air. Elle est gratuite, ou plutôt, elle est un bien commun dont la production et la distribution sont gérées par la collectivité pour la collectivité. Sans cette base, rien ne fonctionne. Donc, l'idée de payer une facture d'électricité n'a aucun sens. L'énergie est comme la gravité un paramètre de l'environnement. Ensuite, les biens matériels. Tout est recyclé. Votre logement est attribué en fonction des besoins et de la taille de votre famille, pas en fonction d'un loyer ou d'un crédit immobilier. Il n'y a pas de promoteur immobilier, car il n'y a pas de nouvelles terres à construire. Seulement l'espace interne existant à optimiser. Les objets, les vêtements, les outils sont fabriqués à partir des matériaux recyclés de l'Arche. Leur conception vise la durabilité et la réparabilité extrême. La notion de mode ou d'obsolescence programmée serait non seulement stupide, mais criminelle. Vous n'achetez pas un nouvel appareil, vous faites réparer l'ancien, ou vous en faites fabriquer un nouveau par les ateliers communs si l'ancien est irrécupérable. La monnaie telle que nous la connaissons, un moyen d'échange basé sur la rareté, n'a plus de rôle évident. Alors, qu'est-ce qui motive les gens ? Qu'est-ce qui structure la société ? La réponse est simple et complexe, à la fois la contribution. La valeur d'un individu est liée à sa contribution au maintien et à l'amélioration du cycle de vie de l'Arche. Cela ne signifie pas que tout le monde doit être ingénieur. Les compétences vitales sont multiples: cultiver la nourriture, soigner les gens, éduquer les enfants, entretenir les machines, faire de la recherche scientifique, créer de l'art qui nourrit l'âme collective, gérer les conflits, archiver les connaissances. Chacune de ces tâches est reconnue comme essentielle. Un système de reconnaissance sociale, basé peut-être sur l'accès à certains loisirs, à des formations avancées ou à des responsabilités plus importantes, pourrait exister, mais il ne créerait pas une classe de pauvres et de riches au sens matériel. Personne ne manquerait de nourriture, de logement décent, de soins ou d'accès à la culture, car ce sont les fondements mêmes de la survie du système. L'automatisation et l'intelligence artificielle joueraient un rôle colossal. Tout le travail répétitif, dangereux ou purement calculatoire serait fait par des machines. Les humains seraient libérés pour ce qu'ils font de mieux résoudre des problèmes complexes, créer, innover, prendre soin les uns des autres et explorer les mystères de la science. L'économie devient alors une économie de contribution créative. Votre journée ne serait pas passée à gagner de quoi payer un loyer, mais à participer à un grand projet dont vous voyez les effets directs maintenir la beauté et la santé de votre monde. L'idée de chômage disparaît. Il y a toujours quelque chose d'utile à faire pour améliorer la durabilité, le confort ou le savoir de la communauté. La gestion des ressources est centrale. Une population trop importante menacerait l'équilibre. Ainsi, la démographie est soigneusement planifiée en consensus avec la capacité de charge des systèmes agricoles et de recyclage. C'est une gestion active, responsable, loin de la croissance infinie qui est impossible dans un monde clos. Cette économie post-pénurie, mais régulée avec une précision extrême, est le seul modèle compatible avec un voyage de 1000 ans. Elle élimine les tensions liées à l'inégalité matérielle brute, mais elle impose une discipline collective forte et un sens aigu des responsabilités. Ce n'est pas le communisme ou le capitalisme, c'est un système sui generis, né des contraintes uniques de l'environnement. L'argent n'est plus le sang de la société, c'est le flux d'informations, de gratitude et de reconnaissance mutuelle qui circulent. Vous ne gagnez pas votre vie, vous la vivez en contribuant à la vie de tous. Cela peut paraître utopique, mais c'est en réalité une nécessité de fonctionnement. Une arche dont l'économie recréerait les inégalités et les frustrations de la Terre verrait naître des conflits ingérables. La sélection naturelle des projets spatiaux favoriserait les modèles sociaux les plus stables et les plus équitables, car les autres échoueraient. En fin de compte, cette économie nous force à poser une question profonde: que reste-t-il de l'activité humaine quand la lutte pour la survie matérielle de base est résolue par la technologie et l'ingénierie? La réponse dans l'Arche est claire. Il reste le soin du monde que l'on a, l'exploration de la connaissance et l'enrichissement des relations humaines. C'est peut-être la plus grande leçon économique que nous pourrions apprendre. Bien avant de partir, la prospérité ne se mesure pas à l'accumulation, mais à la santé du système qui nous soutient et à la qualité des vies que l'on y mène. Lorsque tous les besoins matériels de base sont garantis par l'ingénierie et une économie de contribution, lorsque la société a trouvé un équilibre stable pour durer des millénaires, une question fascinante et un peu vertigineuse émerge: qu'arrive-t-il à l'humain lui-même ? Pas à sa société, mais à son corps, à sa biologie,
sur ces échelles de temps immenses, car nous avons parlé de créer un environnement parfait pour l'Homo sapiens terrestre. Mais que se passe-t-il si, après des centaines de générations dans ce monde clos et contrôlé, l'Homo sapiens commence à changer, à s'adapter, non pas naturellement, mais volontairement, à son nouvel habitat? C'est le prochain grand saut conceptuel, l'évolution consciente. Sur Terre, l'évolution est un processus lent, aveugle, dicté par la sélection naturelle et les pressions environnementales. Dans l'arche spatiale, l'environnement est maintenu constant, parfait. Les pressions traditionnelles prédateurs, famines, maladies épidémiques majeures sont éliminées. La sélection naturelle au sens darwinien classique est considérablement réduite, voire mise en pause. Cela ne signifie pas que l'évolution s'arrête. Elle change de canal, elle passe du domaine de la nature à celui de la culture et de la technologie. Les humains, maîtrisant la génétique et la biologie de synthèse, pourraient choisir de guider leur propre évolution pour optimiser leur vie dans l'espace. Quels seraient ces ajustements? On peut en imaginer plusieurs, chacun répondant à une contrainte spécifique de la vie spatiale à long terme. Premièrement, la résistance aux radiations. Même avec d'excellents boucliers, une certaine dose de rayonnement de fond peut être inévitable sur des millénaires. On pourrait donc envisager d'augmenter les capacités naturelles de réparation de l'ADN ou d'introduire des mécanismes biologiques de protection plus efficaces. Deuxièmement, l'optimisation pour la gravité artificielle. Même à un G, la gravité par rotation peut avoir des subtilités différentes de la gravité planétaire. On pourrait raffiner le système vestibulaire de l'oreille interne, renforcer certains tissus conjonctifs ou optimiser la circulation sanguine pour ce milieu précis. Troisièmement, l'efficacité métabolique. Dans un monde où chaque ressource est précieuse, un métabolisme plus efficace, produisant moins de déchets cellulaires, pourrait être avantageux et prolonger la durée de vie en bonne santé. Quatrièmement, la tolérance à la vie en milieu clos. Cela pourrait sembler plus psychologique, mais la biologie est liée. Une plus grande résistance au stress chronique de faible intensité, une régulation plus stable de l'humeur, ou même des besoins de sommeil optimisés pour des cycles de travail dans un environnement sans vrai jour ni nuit. Ces modifications, accumulées sur des siècles de choix génétiques et conscients, par sélection embryonnaire, thérapie génique ou d'autres méthodes futures, pourraient faire diverger la population de l'arche de l'humanité terrestre. Au début, les différences seraient mineures, comme celles entre des populations terrestres isolées. Mais après 1 ou 2 millénaires, la divergence pourrait être si profonde qu'on parlerait de spéciation. Les biologistes pourraient nommer 2 branches, Homo sapiens terranus, l'humanité restée sur Terre ou sur des colonies planétaires proches, et Homo sapiens spatialis, ou peut-être Homo caelestis, l'humanité adaptée à la vie dans les habitats spatiaux artificiels. Il pourrait toujours être interféconde au début, mais avec le temps, les différences génétiques accumulées pourraient rendre la reproduction naturelle difficile, voire impossible, sans assistance médicale. Ils deviendraient 2 espèces cousines. Les implications culturelles de cette divergence seraient profondes. Pour Homo spatialis, la Terre deviendrait un lieu mythique, lointain, le berceau dont parlent les anciennes archives. Leur identité serait entièrement liée à l'arche ou à la flotte. Leur corps serait le résultat d'un projet délibéré, un produit de leur propre civilisation. Leur art, leur littérature, leur vision du monde seraient imprégnés de cette réalité. Ils pourraient voir les terriens comme des cousins archaïques, fragiles, encore enchaînés à un type de monde que eux ont dépassé. Inversement, les terriens pourraient en voir les spatiaux comme des êtres modifiés, artificiels, ayant perdu quelque chose d'essentiel de la nature humaine. Cette divergence pourrait créer un fossé bien plus grand qu'une simple différence culturelle, ce serait une différence d'essence biologique perçue. Ce processus d'évolution dirigée pose aussi des questions éthiques monumentales, même si elles seraient résolues différemment dans le contexte de l'arche. Qui décide des traits à favoriser? Sur quels critères élimine-t-on la diversité génétique naturelle au profit d'un modèle optimal? Comment gère-t-on le droit de ne pas être modifié si une telle option existe dans un système aussi interdépendant? La quête de l'optimisation pourrait-elle mener à une perte de résilience si tout le monde est génétiquement trop semblable face à une nouvelle menace imprévue? Ces questions seraient au cœur des débats de la société de l'Arche. Mais la pression pour s'adapter à l'environnement spatial serait forte, surtout si des défis sanitaires spécifiques apparaissent sur des générations. La modification deviendrait alors une médecine préventive à l'échelle de l'espèce.
Finalement, cette possibilité représente l'étape ultime de l'émancipation par rapport au berceau planétaire. Ce n'est plus seulement adapter l'environnement à l'humain, ni même adapter l'humain à l'environnement par la technologie externe, combinaison, habitat, et c'est remodeler l'humain lui-même pour qu'il soit biologiquement un être spatial. L'évolution cesse d'être une force subie, un héritage du passé terrestre. Elle devient un projet d'ingénierie, une expression de la volonté d'une civilisation de modeler son propre avenir biologique. Cela peut sembler de la science-fiction extrême, mais c'est la logique prolongée de tout ce dont nous avons parlé. Le contrôle total de l'environnement mène naturellement à la question du contrôle de soi. Si nous sommes capables de maintenir un écosystème clos en équilibre parfait pendant 1000 ans, la biologie humaine apparaîtra comme le dernier système à optimiser. Ainsi, nos descendants dans les étoiles pourraient non seulement habiter des mondes qu'ils ont construits, mais incarner physiquement l'idéal de la vie spatiale. Ils ne seraient plus des terriens en exil, ils seraient les enfants naturels du cosmos, portant dans leur chair même les adaptations qui font d'eux les habitants légitimes du vide interstellaire. C'est une vision à la fois prométhéenne et humble prométhéenne par la maîtrise de soi qu'elle suppose. Humble parce qu'elle reconnaît que la forme humaine actuelle n'est peut-être pas la finalité, mais juste une étape conçue pour un monde précis et que d'autres mondes pourraient façonner d'autres formes d'humanité. Après avoir envisagé cette transformation biologique possible, on peut prendre du recul et contempler le chemin parcouru dans cette réflexion. Et là, une ironie profonde, presque cosmique, apparaît. Le même processus qui a donné naissance à la vie et à l'intelligence sur une planète rend cette même planète obsolète, voire contraignante, pour cette intelligence une fois qu'elle atteint un certain niveau. Les planètes comme la Terre sont des berceaux absolument parfaits. Elles offrent tout ce qu'il faut pour l'éclosion de la vie primitive, une stabilité géologique relative, une atmosphère protectrice de l'eau liquide, un champ magnétique, une gravité modérée. Ce sont des incubateurs naturels exceptionnels. Mais une fois que la vie qui y est née devient intelligente, technologique et aspire à se répandre, le berceau devient une prison aux mousses douillet. Les caractéristiques mêmes qui ont permis l'émergence de la vie, la gravité importante, l'atmosphère dense, la surface solide deviennent des obstacles à son expansion. La gravité vous enchaîne, rendant le départ extrêmement coûteux en énergie. L'atmosphère, si protectrice, obscurcit le ciel et filtre les rayonnements utiles. La surface vous expose aux cataclysmes locaux. La planète, ce cocon idéal, se révèle être un piège gravitationnel et environnemental pour une civilisation qui veut grandir. L'ironie, c'est que le vide spatial, cet environnement qui nous semble si hostile, mortel, vide, est en réalité bien plus accueillant et pratique pour une civilisation technologique avancée. Il paraît absurde de dire cela, mais réfléchissons. Le vide est stable, prévisible. Il n'y a pas de tempête, pas de tremblement de terre, pas d'éruption volcanique. Il n'y a pas de gravité pour vous clouer au sol. Vous pouvez vous déplacer avec une légèreté et une économie d'énergie incroyable, une fois que vous avez surmonté le puits initial. Il n'y a pas de climat à subir. Il est rempli de ressources, mais sous une forme facile d'accès des astéroïdes, des comètes, de la lumière solaire pure et non filtrée. Le seul problème du vide, c'est ce qui laisse mortel pour la vie non protégée. Mais c'est justement le défi que la technologie peut résoudre de manière bien plus élégante que celui de modifier une planète entière. Au lieu de transformer un monde hostile de la taille d'une planète pour le rendre à peine vivable, vous construisez un monde hospitalier de la taille d'une ville ou d'un pays et vous le protégez du vide avec une coque. C'est un projet d'ingénierie à une échelle humaine, ou plutôt civilisatrice, bien plus maîtrisable que la terraformation. Ainsi, la destinée logique n'est pas de sauter de berceau en berceau en cherchant désespérément une autre planète aussi accueillante que la Terre, une quête probablement vaine. La destinée est de quitter définitivement le berceau pour apprendre à vivre dans la chambre, c'est-à-dire l'espace interplanétaire et interstellaire. Les planètes, alors, changent de statut. Elles ne sont plus des destinations, des foyers. Elles deviennent des lieux de mémoire, des laboratoires scientifiques géants, des réserves de ressources à exploiter avec précaution, des objets de curiosité et d'étude. Nous les visiterons, nous y établirons peut-être des avant-postes pour la recherche ou l'extraction minière, mais nous n'y construirons pas notre civilisation principale. Notre civilisation principale flottera dans des habitats qui sont des morceaux de berceaux que nous avons découpés et emportés avec nous, améliorés, optimisés, rendus parfaits. C'est une émancipation radicale.
Sur le plan biologique, nous quittons l'écologie planétaire pour créer nos propres écologies closes. Sur le plan psychologique, nous quittons l'attachement à un sol, à un paysage unique, pour une identité liée à un vaisseau, une flotte, un mode de vie. Sur le plan énergétique, nous quittons la parcelle de lumière qui tombe sur un monde pour capter l'énergie totale de l'étoile. Sur le plan existentiel, nous passons d'une espèce résidente à une espèce voyageuse, sans pour autant être des nomades errants, car nous portons notre stabilité avec nous. Cette vision est bien plus ambitieuse et plus libératrice que le vieux rêve de la colonisation planétaire. Coloniser Mars, c'est symboliquement répéter le passé. C'est recréer une petite terre dans une cave martienne, avec tous les problèmes en plus. Construire des habitats spatiaux, c'est inventer un nouvel avenir, un nouveau rapport au cosmos. L'ultime ironie donc est que pour vraiment devenir une espèce spatiale, il ne faut pas chercher à s'ancrer sur d'autres mondes, mais apprendre à se passer de mondes. Il faut accepter que notre habitat ne nous soit pas donné, mais qu'il soit construit, que notre terre ne soit pas sous nos pieds, mais tout autour de nous, sous la forme des parois d'un cylindre qui tourne. Que notre ciel ne soit pas une voûte gazeuse, mais la surface intérieure de notre maison. Cela peut paraître contre-intuitif, presque hérétique par rapport à la mythologie de la conquête spatiale. Mais c'est peut-être la leçon de maturité que l'univers nous murmure. Les berceaux sont faits pour être quittés. Une espèce qui reste éternellement dans son berceau ou qui ne cherche qu'à trouver un berceau identique n'atteint jamais sa pleine stature. La véritable aventure commence quand on emporte son propre nid, quand on devient capable de créer sa propre bulle de vie indépendante, mobile, et de la lancer dans l'océan des étoiles. Alors, nos descendants ne regarderont peut-être pas les planètes avec le désir de les posséder, mais avec la tendresse nostalgique que l'on a pour le lieu de son enfance, tout en sachant que l'avenir n'est pas derrière, dans la recréation du passé, mais devant, dans la construction perpétuelle de nouveaux mondes, toujours plus adaptés à l'infinie diversité des rêves humains. Les vaisseaux mondes ne sont pas un pis-aller, ils sont l'aboutissement logique de l'intelligence qui, née sur un caillou heureux, apprend finalement à sculpter sa propre place dans le vide resplendissant.